Bonjour Loïc Penn. Bonjour. Donc vous êtes médecin urgentiste CGT, on est en direct de Creil, l'hôpital de Creil dans l'Oise. Quelle est la situation ce matin et aujourd'hui? Ce matin, là, je me lève, donc c'est dur à dire, j'étais de garde cette nuit. En tout cas, la situation avant que je me couche, ce qui remonte à 2h30, c'était, tu te dis, il restait un lit en réa. Voilà. Il restait un lit en réanimation. Pour le reste, on entassait des patients aux urgences, avec des patients isolés dans nos box de consultation, donc pas plus vraiment de box pour accueillir les nouveaux, parce que évidemment, quand on bloque comme ça toutes nos salles avec des isolements, on n'a plus aucun endroit où voir les patients. On avait écarté une, et on a eu là, quand je montais à 7h30, on avait encore une arrivée d'un patient isolé, donc je ne sais pas comment le médecin qui restait là s'est débrouillé. Voilà, on monte, alors on ne sait pas où on en est de cette épidémie, puisque tout le monde me dit, mais c'est quand le pic? J'en sais rien. On pourrait dire que le pic est passé quand on commencera à voir les patients arriver moins, quand le nombre de cas commencera à décroître. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de perspective. J'ai entendu qu'on l'annonçait pour dans une semaine, je ne sais pas sur quoi il se base. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a mobilisé beaucoup de moyens humains. Je le disais sur le live précédent, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous aider, des gens de la réserve sanitaire, des retraités, des gens du traitement privé PSPH qui passent nous filer un coup de main, des collègues des chirurgiens qui font plus de chirurgie, qui là sont venus faire de la consultation Covid. Enfin voilà, on a un bel élan de mobilisation sur l'hôpital, et puis les soignants comptent pas leurs heures, quand même. On a des gens qui sont fatigués, ça se fait entendre. Simplement, on est à peu près au maximum là. On a ouvert 90 lits Covid, alors on a fermé d'autres lits. On n'avait pas les moyens d'ouvrir tout ça, mais on a une activité qui est réduite par ailleurs, ce qui est, voilà, on va pas tout faire là, mais c'est inquiétant pour la suite d'ailleurs, parce que c'est des patients qu'on retrouvera. Donc là, on est un peu, me semble-t-il, à peu près au maximum de ce qu'on fait. On a augmenté beaucoup aussi les lits de réanimation, avec des chambres armées en réanimation. Mais si ça continue, si ça augmente, on va être en difficulté, parce que là, on voit bien qu'on est à peu près au taquet, quoi. D'accord. Et côté matériel, est-ce que vous arrivez à faire face? En quoi? Matériel de protection? Matériel de protection, matériel de réanimation, médicaments d'une manière générale, puisqu'on a entendu dire qu'il y avait probablement une rupture de stock. Oui, de toute façon, c'est une inquiétude qui est pas seulement ici, partout. Les hôpitaux ont été depuis la loi Bachelot, voilà, l'hôpital entreprise ont été gérés comme ça, comme des entreprises. Ça a pu être géré comme un service public, mais il fallait être rentable, il fallait avoir des objectifs financiers. C'est l'époque où la loi HPST de Bachelot, ça a été la fin des services, la création des pôles, les contrats d'objectifs et de moyens. Voilà, ça dit bien son nom, quoi. Il fallait des objectifs et des moyens afférents. Sauf que les moyens afférents, on était vraiment sur une logique d'entreprise, économie, rentabilité. Le résultat des courses, c'est qu'on est en flux tendu en permanence. De toute façon, l'hôpital est au bord de la rupture régulièrement. Les hivers, pendant l'été, les petites canicules, pendant les longs week-ends, on est déjà en rupture limite. Donc là, évidemment, il n'y a pas de sécurité. Donc si rapidement on n'a pas des approvisionnements, il pourrait y avoir une véritable catastrophe. Alors je ne sais pas où on en est des productions, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que, je le disais la dernière fois, c'est le marché qui va réguler, mais que le marché ne régule pas, parce que ça c'est pas vrai. Il faut de la puissance publique. Et alors j'ai le sentiment que ça commence à réagir. J'ai vu Emmanuel Macron dans une usine là de masques nous faire un grand discours. Alors bon, voilà, discours aux actes, il y a des pas, puisqu'on continue à se débrouiller comme on peut. Alors, sur les masques, c'est flagrant. On a vu comme ça des appels aux dons de tous les hôpitaux. On l'a fait aussi. On récupère des masques là où on peut. J'ai un ami qui m'a appelé parce que dans l'entreprise où il a des connaissances, il y a 100 masques FFP2 qui traînaient. Il les ramène aux urgences. Il y a des particuliers qui nous ramènent des masques. Voilà, tout est fait pour qu'on tienne, mais tant sur les masques que sur le matériel. Alors, le respirateur, ça c'est aussi, on le sait, ils sont pas extensibles, ils sont en train d'être refabriqués en catastrophe parce que on n'a rien prévu. On n'a pas de. On avait un reportage à Creil qui s'était fait il y a 2 ans. Le reportage avait été travaillé il y a 3 ans, mais a été diffusé il y a 2 ans, envoyé spécial,
qui montrait qu'on avait acheté ici des respirateurs d'occasion, parce qu'on ne pouvait pas acheter des neufs. Enfin, voilà, c'était tout ça. Alors évidemment, là, ça nous rebondit à la figure, mais c'est pas faute d'avoir prévenu, quoi. Alors, le ministre Darmanin appelle aux dons. Il y a un appel d'État aux dons. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Enfin, je veux dire, quelle réponse politique à une crise pareille qu'un téléthon d'État, quoi. Enfin, il y a quand même. Moi, j'entends bien. Hein, je n'ai rien contre le Téléthon. J'entends que les associations, c'est leur rôle de faire des appels aux dons, parce que voilà, et heureusement qu'elles le font pour mettre en œuvre la solidarité concrète toute l'année avec les plus démunis. Que l'État français en arrive à faire un appel aux dons, enfin quand même, il y a peut-être d'autres réponses à avoir. On parlait quand même, enfin, on peut parler de rétablir l'impôt sur la fortune, qui sera un appel aux dons un peu ciblé, qui permettrait quand même de récupérer de l'argent. On n'a pas parlé du CICE, 20 milliards là qui ont été donnés aux entreprises, enfin en baisse de cotisation de charges, hein, c'est des baisses de cotisation, c'est-à-dire c'est normalement l'argent qui alimente la sécurité sociale. Il faut peut-être revenir là-dessus, parce que on a dans le même temps 59 milliards d'euros de dividendes qui sont disponibles là pour les 2020. Alors, ils sont en train de dire qu'il ne faut pas les verser. Enfin bon, ils les verseront plus tard pour ne pas faire des ordres, mais voilà, ils sont disponibles. Là, il y a peut-être une contribution exceptionnelle à mettre en place. Et puis après, il ne faut pas qu'on oublie, on avait publié des photos disant l'évasion fiscale est un crime social, parce que voilà, cet argent qui pourrait nous aider à faire fonctionner les services publics, qui pourrait aider au bien commun, il est pour 80 milliards dans les paradis fiscaux. Tous les ans, c'est de l'évasion fiscale pour environ 100 milliards d'euros. Voilà, des mesures qui ne sont pas des télétons, mais de la justice sociale, arrêter l'optimisation fiscale, et ça, ils ont quand même les pleins pouvoirs là pour le faire. Ils légifèrent par ordonnance aujourd'hui, donc c'est quand même pas bien compliqué de décider d'arrêter ça, et puis de faire que l'administration fiscale, voilà, qu'un service public qui a souffert aussi, hein, de renforcer, récupère cet argent pour aider à ce que tous ensemble on lutte contre ce virus, cette crise sanitaire. Alors, Christophe Prudhomme, qui préside l'association dont vous êtes membre, l'association des médecins urgentistes, a dénoncé évidemment dans les médias le manque de moyens criant depuis des années et la déficience de l'État. Il est attaqué aujourd'hui par de nombreux éditorialistes et par des ministres. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça dérange quand on dit des choses de façon brutale. Alors, Christophe les a dit de façon claire. Voilà, moi, je lui apporte tout mon soutien, parce que, enfin, il a osé dire des choses que je partage, que je pense extrêmement vraies, parce que on nous explique que on ne pouvait pas prévoir l'épidémie. D'accord, mais on pouvait prévoir que les hôpitaux allaient être en difficulté. Ça fait 15 ans qu'on le dit. Et toute cette année, on a manifesté, toute cette année, on a expliqué les choses en reprenant, en expliquant qu'on assistait à un effondrement de l'hôpital public. Et donc, on a prononcé. Personne ne nous a écoutés, et donc il nous explique qu'il ne pouvait pas prévoir, mais il pouvait prévoir que l'hôpital public ne serait pas apte, dans les conditions où il était, à recevoir une épidémie en plein dans la figure et à la gérer de façon correcte. Il reprenait des choses simples, mais on nous explique que c'est formidable, on a passé de 5 000 à 10 000. Mais en effet, si on avait été même dans la simple proportion de l'Allemagne, on aurait eu 10 000 places de réanimation. Et on serait parti de là, et la situation aurait été complètement différente. L'idée pour nous, c'est pas de dire on va refaire le passé, c'est de dire attention, faisons pas pareil à l'avenir. On veut, en plus, qu'on lui fasse un procès. Je veux dire, il est sur le pont comme on l'est tous. Hein, on est en train de travailler. Simplement, on n'accepte pas que on ne nous permette plus d'exprimer nos colères, nos doutes, nos avis, nos propositions, parce que c'est pas parce qu'on est au boulot et la tête dans le guidon qu'on n'a pas le droit de réfléchir et de constater qu'en effet, il y a eu des choses inadmissibles qui ont été menées sur les politiques de santé. Et puis, j'étais quand même effaré de voir que c'était Roselyne Bachelot qui venait faire la leçon. Alors là, elle est devenue la madone des médias parce qu'elle avait acheté des masques. Très bien, enfin, elle n'était pas la seule à dire à l'époque qu'il fallait des réserves stratégiques, avoir acheté des masques, on était tous d'accord. Simplement, Roselyne Bachelot, c'est la loi Bachelot, quoi. C'est la loi HPST, c'est elle qui a introduit l'hôpital d'entreprise. C'est elle qui a permis les fusions d'hôpitaux dans des conditions catastrophiques. C'est la destruction des services. C'est la destruction des équipes dans les hôpitaux pour cette logique managériale qu'on vit encore aujourd'hui. Enfin, je trouve qu'il faudrait quand même être un
peu humble là, parce que cette logique qui présidait la loi HPST, c'est celle qui aujourd'hui a mis l'hôpital public à genoux, et c'est pour ça qu'on se retrouve. Alors, les autres ont continué, Marisol Touraine, Buzyn aujourd'hui, pas Darmanin. Trompé, je suis fatigué, donc je patauge un peu. Véran, c'est toutes les mêmes logiques. Finalement, on m'a dit aussi à l'époque, puisqu'il est ressorti du placard, le ministre de la canicule pour nous expliquer qu'on ne pouvait pas prévoir. Enfin, quand même, on nous ressort en fait pour nous juger, alors que nous sommes dans le guidon, nous constatons que les choses ont été mal faites et que le service public ne fonctionne plus comme il le devrait par leur faute. On nous ressort tous ceux qui l'ont mis à mal. C'est quand même extraordinaire, quoi. On nous ressort tous ceux qui ont fait les mêmes politiques de cas du service public, de politique néolibérale, pour nous expliquer que vraiment on devrait se taire. Là, c'est l'union sacrée. Je le disais là, c'est pas l'union sacrée. Les soignants sont de travail, ils sont là où on les attendait, mais on ne peut pas leur demander de se taire et de ravaler leur colère, parce que la colère, elle est toujours aussi palpable. Alors il y aura un après, après le confinement, après la crise. Beaucoup de ceux qui applaudissent le soir au balcon disent qu'il faudra vous soutenir, qu'il faudra agir pour obtenir les moyens nécessaires à l'hôpital public. Qu'est-ce que vous leur dites ? Bah oui, déjà merci, parce que ça fait quand même chaud au cœur. Je le disais la dernière fois, et j'en ai discuté avec les soignants. Après les lives, je discutais avec les soignants de l'hôpital pour savoir ce qu'ils en ont pensé, si j'ai été à peu près juste dans ce que j'ai dit. Ils m'ont tous dit qu'ils étaient contents de ces applaudissements et ça leur faisait du bien. Donc déjà, c'est ça de prix, quoi. Après, sur la suite, évidemment, je disais la dernière fois, on ne peut pas en rester là. Oui, il faudra qu'on soit tous ensemble pour changer la situation politique, pour faire que l'hôpital public soit refinancé, pour faire que la démocratie sanitaire ait une autre tête, que ce soit plus une gestion technocratique, la gestion HPST de la Bachelot, là, où c'est le directeur et patron, et finalement les soignants ont plus leur mot à dire. Et je disais, on aura besoin même d'élargir cette démocratie sanitaire, parce que qui le soutiennent, c'est bien, qui participent, c'est encore mieux. Moi, je pense qu'il ne faut pas être un spécialiste pour comprendre les besoins de santé d'un territoire, d'un bassin de vie. Alors, les spécialistes y ont leur place pour apporter ce qui est possible, des éléments, mais je pense que c'est toute la population qui doit s'investir. Donc, c'est pas un soutien seulement que j'appelle, c'est une participation au débat, une participation aux luttes, une participation aux manifestations quand il y en aura, et une co-élaboration d'un nouveau contrat démocratique de la santé dans ce pays, parce que c'est pas possible qu'on continue comme ça, à finalement prendre des directives qui sont, on le constate aujourd'hui, souvent mal avisées, quoi. Alors vous venez de terminer votre nuit, c'est ça ? Ouais, ça se voit, c'est ça. Non. Vous avez dormi quand même quelques heures, mais peu, mais comment ça s'est passé cette nuit aux urgences ? Là, j'ai pas beaucoup vu les urgences en fait. Je suis en SMUR, donc c'est pas la nuit, c'est depuis hier matin à 8h30, et ça a été incessant. C'est-à-dire qu'on est sorti, on a été chercher un patient, on l'a pris en charge, qu'on a ramené aux urgences, qu'on a commencé à gérer, mais on est ressorti sur un autre patient, et tout ça, pratiquement sans discontinuer, depuis 10h30 hier. Il y a eu un petit répit 2h le matin, et puis depuis 10h30 hier, on n'a jamais pu arrêter. On s'est arrêté là à 7h. Donc voilà. Mais après, il faut bien mesurer que les urgences, alors on a tout ce qui est la crise du Covid, et je remets un petit mot là-dessus, parce qu'en sortant par contre en SMUR, on constate que les gens ressortent. C'est pas un jugement de valeur que je porte là, j'entends bien qu'au bout de 2 semaines confinés, il y en a ras-le-bol, mais on voit de nouveau des gens dans les rues, des voitures, beaucoup plus que on avait ces 2 dernières semaines. Pour l'instant, on n'a toujours pas de traitement, toujours pas suffisamment de masques. Le confinement reste la seule solution actuelle. J'espère que ça ne va pas le rester ad vitam aeternam. Enfin, ce ne sera pas le rester ad vitam aeternam, mais qu'on va trouver, qu'on va valider des traitements. Ça, ce serait quand même formidable. Qu'on va être plus équipé, qu'on va pouvoir tester. Là, il y a un test sérologique qui sort qui permettra de voir si on était exposé au virus ou pas. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se faire quand même, heureusement. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Je disais qu'on avait un retard à l'allumage, c'est clair qu'on a un retard à l'allumage. Passer des commandes de masques là sur l'épidémie démarrée depuis 2 semaines, ou commencer à lancer la fabrication des respirateurs maintenant, ou s'inquiéter de la production nationale maintenant, oui, bien en retard. Mais après, moi, je prends tout ce qui vient. C'est plus vite on aura des choses, plus vite on s'en sortira.
mieux ce sera. Mais pour l'instant, le confinement reste indispensable et il faut remettre ça dans les têtes parce que les gens en ont marre. On peut tous le comprendre. Sauf que moi, ce que je vois quand même arriver comme patient ici, c'est vraiment sérieux. Enfin, je veux dire, je peux pas dire autrement. On a des gens qu'on n'attendait pas, avec des jeunes hommes, des jeunes femmes, plus d'hommes, dans quarantaine, cinquantaine, qui sont en réanimation dans une situation grave, quoi. Enfin, on ne sait pas si on va les sortir des ronces. Je suis allé hier, je suis sorti sur une jeune femme qui pleurait la mort de son oncle, voilà, qui avait 50 ans, qui est mort là, qu'on enterre aujourd'hui. Enfin, faut qu'on mesure que pour l'instant, on est vraiment pas sorti et qu'il faut garder ces mesures de confinement. Ben merci beaucoup. Sur ces derniers mots, on va se quitter parce que je pense que vous avez besoin de vous reposer. On refera un point ensemble très prochainement. Très positif, mais un peu inquiet. Oui, puis c'est un appel au confinement absolument nécessaire, que chacun reste à la maison. Ouais, le fameux rester chez vous, il est encore d'actualité. Faut le tenir encore un peu. Merci beaucoup Loïc Penn et bon courage, bonne journée. À très bientôt. Au revoir.